Coucou tout le monde, salut à toutes et salut à tous, ici le PTG. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau genre de vidéo sur ma chaîne, puisqu'il s'agit de chroniques. En effet, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, je n'en sais rien. Avant sur ma chaîne, vous pouviez trouver des gameplays et des let's play. J'ai décidé de totalement abandonner ça. Et d'ailleurs, vous n'en retrouverez plus aucune trace sur ma chaîne YouTube. Et les seules vidéos de jeux vidéo que vous retrouverez, ce sont les petites parties de Godreal que j'ai enregistrées avec mes amis, notamment Handicapé, pour ne citer que lui. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ces vidéos en cliquant juste ici. Là, vous voyez là, ici, là. Bref, donc comme dit, j'ai décidé de me lancer dans les chroniques. Et moi qui adore les comic books et de manière générale tout ce qui touche aux super-héros, j'ai décidé pour ma première chronique de vous parler de mon super-héros préféré, à savoir Batman. Mais mon affection pour le personnage ne s'arrête pas au fait que ça soit un personnage du comics qui soit classe comme pas possible. Non, si j'aime tellement Batman, c'est parce que c'est bien plus qu'un simple personnage du comics pour moi, c'est un héros, voire même un idéal à atteindre. Et pourquoi donc, me demanderez-vous, n'est-ce pas? Je vous répondrai tout simplement, double point, ouvrez les guillemets, parce que je suis quelqu'un de très peureux. Or, le personnage de Bruce Wayne a décidé de surmonter ses peurs, de s'en imprégner, pour devenir plus fort et de devenir lui-même un symbole de peur. Donc c'est plus ou moins une sorte d'idéal à atteindre, que je sais très bien que je n'atteindrai jamais, mais bon, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Voilà, c'est donc pour ça que j'ai décidé de parler de Batman dans ma toute première chronique. Donc dans cette chronique, je vais traiter de Batman dans ses différentes adaptations, à savoir les comic books, les adaptations cinématographiques, les séries, et enfin les jeux vidéo. Par contre, je tiens à vous prévenir, je n'ai que 17 ans, je vais donc quasi exclusivement parler des adaptations avec lesquelles j'ai grandi, et celles que j'ai connues, hein, évidemment. Voilà, c'était juste histoire de vous prévenir. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre avec les comic books. Donc, petit rappel, Batman est créé en 1939 sous la plume de Bob Kane et le crayon de Bill Finger et apparaît pour la première fois dans le numéro 27 de la série Detective Comics. Le personnage va connaître diverses évolutions, notamment quant au ton de la série. Par exemple, dans les premiers numéros, le ton est relativement sombre, Bruce Wayne a déjà pour but de devenir un symbole de peur et d'annihiler le crime dans Gotham, et à ses tout débuts, la série va même jusqu'à flirter avec le roman noir. Par contre, le ton va quelque peu s'alléger dans les numéros qui vont suivre. Ensuite, à partir des années 60, la série va complètement changer d'orientation et va s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus kitsch, qui est causé notamment par la série diffusée entre 1966 et 1968. Et d'ailleurs, ce changement se voit rien qu'à l'évolution du costume qui passe du noir ou alors du bleu foncé à un bleu beaucoup plus clair et qui arbore un logo noir sur fond jaune. Donc pour moi, ça correspond un peu à une sorte de période noire de l'histoire de Batman, qui va durer d'ailleurs jusqu'aux années 80, mais qui va s'arrêter grâce au génie de Frank Miller qui a scénarisé justement l'excellent The Dark Knight Returns en publiant en 86. Et depuis, le comic book a retrouvé son ton sombre des origines, peut-être un peu moins sombre vu que ça va pas jusqu'au roman noir comme à ses tout débuts, mais ça a gardé un ton relativement sombre jusqu'à aujourd'hui encore, et croyez-moi, c'est beaucoup, mais alors beaucoup mieux comme ça. Je vous propose maintenant qu'on s'attaque aux adaptations cinématographiques de Batman, si vous le voulez bien. Donc la première adaptation cinématographique de Batman est un serial de 15 épisodes qui a été diffusé en 1943 dans les cinémas, et qui sera suivi d'un autre serial, lui aussi de 15 épisodes, qui sera diffusé dans les cinémas cette fois-ci en 1949. S'en suivront dans les années 60 une série de 7 films qui reprendront l'ambiance relativement kitsch abordée à l'époque par la série et le comics notamment. Mais je vais éviter de m'attarder dessus, je pense qu'il est inutile de préciser pourquoi. Arrive ensuite en 1989 le Batman de Tim Burton, qui reprend l'ambiance relativement sombre qui a été reprise par le comics dès The Dark Knight Returns en 1986. Donc je trouve que Tim Burton s'en sort relativement bien, il respecte bien l'ambiance, même si les origines du personnage sont quelque peu modifiées, mais c'est rien de très méchant. Voilà. Donc on a Julien Lepers, non pardon, Michael Keaton dans le rôle principal, c'est-à-dire celui de Bruce Wayne et Batman. Faut dire qu'il s'en sort
plutôt bien lui aussi, même si je trouve qu'il n'a pas trop la tête de l'emploi. Mais évidemment le plus gros point fort de ce film, c'est bien sûr Jack Nicholson dans le rôle du Joker, qui est juste magistral, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc 3 ans plus tard, Burton et Keaton vont reprendre les armes avec Batman le défi, dans lequel le Caped Crusader est opposé à Selina Kyle alias Catwoman et à Oswald Cobblepot alias le Pingouin, qui sont joués respectivement par Michelle Pfeiffer et Danny DeVito, qui ont tous les deux des prestations plus qu'honorables, hein, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs le film en lui-même est très bon, mais je trouve qu'il reste quand même légèrement inférieur au premier film. Arrivent ensuite les deux désastreux Batman Forever et Batman et Robin de Joel Schumacher. Donc je vais quelque peu m'attarder sur ces deux films, puisque c'est les deux premiers films Batman que j'ai vus hein, quand j'étais quand j'étais petit, hein, et d'ailleurs ils me semblaient géniaux, vu que j'étais qu'un enfant, un gamin, qui avait pas vraiment d'esprit critique, ni rien, bref. Donc comme dit, je vais quelque peu m'attarder dessus. Donc commençons avec le premier, qui est Batman Forever, sorti en 1995 avec Val Kilmer dans le rôle de Bruce Wayne, et Chris O'Donnell dans le rôle de Dick Grayson alias Robin. On trouve aussi Jim Carrey dans le rôle de l'homme mystère et Tommy Lee Jones, pardon, le nom ne me revenait plus, dans le rôle de Double Face. Donc ce film s'éloigne vraiment beaucoup de l'ambiance de ceux de Tim Burton, puisque dans les films de Joel Schumacher, la ville de Gotham est vraiment une ville colorée, enfin, voilà, ça s'éloigne considérablement. Et donc, l'un des plus gros points faibles de ce film est son casting. Premièrement, je ne vois absolument pas l'intérêt de prendre un blond pour jouer le rôle de Bruce Wayne. Un blond qui est en plus à peu près aussi charismatique qu'une saucisse un soir de pleine lune. Et qui a, je trouve, pas du tout la tête de l'emploi. Deuxièmement, Chris O'Donnell était beaucoup trop âgé pour jouer le rôle de Robin. Et il est aussi, lui aussi à peu près aussi charismatique que Val Kilmer, hein, donc je vous laisse imaginer le truc si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Il était question à un moment que Leonardo DiCaprio prenne le rôle, et je pense que ça aurait été mieux, puisque de toute façon Leonardo DiCaprio était plus jeune, et il avait, son visage avait l'air déjà plus jeune. Donc je pense que ça aurait été plus judicieux de prendre DiCaprio, même si je pense qu'il aurait regretté plus tard dans sa filmographie. Hein. Bref. Troisièmement, Jim Carrey ne joue pas double face, il joue Jim Carrey. Oui, il est bon, certes, mais je trouve qu'il joue le personnage de façon beaucoup trop extravagante, au point que quand je l'ai encore regardé il y a quelques mois, je me suis demandé si c'était bien un film Batman que je regardais ou si c'était pas Damasque, sans déconner. Donc comme dit, Jim Carrey est bon, mais son interprétation de l'homme mystère ça colle pas, voilà, tout simplement. Ensuite, quatrièmement, Tommy Lee Jones, il aurait pu être un bon double face, un très bon double face même, mais j'ai l'impression que Joel Schumacher a essayé de faire du personnage un personnage d'aussi profond et d'aussi taré que le Joker, et faut avouer que c'est complètement foiré. Jamais de la vie double face ne sera aussi charismatique et important que le Joker. Donc bon, c'est dommage. Hein. Par contre, ce film, donc Batman Forever, est mauvais. Mais ce n'est rien du tout comparé à sa suite, à savoir Batman et Robin. Je pense qu'il est inutile que je m'attarde vraiment dessus, hein, tellement ce film est reconnu pour sa médiocrité, hein, c'est devenu un véritable mythe, une leçon de cinéma, on va dire ça comme ça. Donc comme dit, je pense pas que ce soit très nécessaire que je m'attarde dessus. Hein. Donc on retrouve là, dans le rôle de Batman Bruce Wayne, George Clooney, c'est l'un des pires choix de casting que j'ai jamais vu, bon, bref. On retrouve de nouveau Chris O'Donnell dans le rôle de Robin, on retrouve Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, et c'est complètement foiré aussi, et bien sûr on retrouve Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, et... Bref... donc, dans ce film, Joel Schumacher a voulu refaire un film avec l'aspect kitsch des années 60, j'ai l'impression, il a même voulu exagérer l'aspect kitsch, et disons que ça aurait peut-être marché si le film était sorti dans les années 60, mais il n'aurait pas fallu sortir ce film au moment où le personnage de Batman avait retrouvé toute sa noirceur originelle. Je
pense que c'est vraiment quelque chose de déplacé en fait. Voilà. Arrive ensuite la trilogie de Christopher Nolan, et je pense que vous en doutez, cette trilogie est à mes yeux l'une des meilleures choses qui ait pu arriver au personnage de Batman. Alors certes, les comics ne sont pas respectés, c'est vrai, mais il y a bien une chose qui est bien respectée, et c'est le plus important, c'est la psychologie des personnages. A mes yeux, jamais la psychologie des personnages n'avait été aussi travaillée et fouillée dans une adaptation de Batman, et jamais elle n'avait été aussi bien retranscrite. Aussi, il faut souligner le fait que, pour moi, jamais le Chevalier Noir n'avait été aussi bien mis en scène. Alors certes, The Dark Knight Rises est légèrement inférieur à Batman Begins et The Dark Knight, mais il faut arrêter de cracher à la gueule de ce pauvre film. C'est vrai. Il faut arrêter de lui cracher à la gueule pour rien, surtout. Parce que beaucoup se moquent du fait que, par exemple, attention spoiler, Bruce Wayne se retrouve directement de nouveau à Gotham City après s'être échappé de sa prison à l'autre bout du monde. Et beaucoup disent que c'est juste une facilité scénaristique. Non, ça s'appelle une ellipse, c'est tout. Je pense, personnellement je pense pas qu'il aurait été vraiment intéressant de montrer le trajet retour de Bruce Wayne. Donc voilà, je comprends pas trop les gens qui utilisent cet argument de la facilité scénaristique, bref. Et s'il y a bien une chose qui me débecte, c'est le fait qu'on crache littéralement à la gueule de Marion Cotillard pour la scène de sa mort. Alors, faut savoir qu'au moment du tournage, Marion Cotillard était enceinte jusqu'au cou. Et que pour cette scène, elle était dans une position assez inconfortable qui ne lui laissait qu'une faible possibilité de mouvement. Donc, je vous propose d'essayer de faire mieux en étant dans les mêmes conditions qu'elle, en étant enceinte, je précise. Et il faut avouer que c'est de loin pas la pire scène de mort que toute l'histoire du cinéma. Il y a eu largement pire. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Je vais en revenir au film en lui-même, ou plutôt à sa fin. Je trouve que cette fin est tout bonnement parfaite. C'est la conclusion que j'attendais pour cette trilogie. Et je dois vous avouer que quand j'ai vu le film pour la première fois au cinéma, j'ai trouvé cette fin tellement parfaite que j'en ai pleuré. Donc c'est vrai, le Batman a finalement réussi à atteindre son objectif. Il est devenu plus qu'un simple justicier, il est devenu un symbole qui survit au-delà de la mort, entre guillemets, du personnage. Et franchement, c'est tellement bien mis en scène que je trouve qu'on ne peut qu'aimer cette fin. Alors certes, c'est peut-être un peu cliché avec le coup de, attention spoiler, Robin qui débarque, mais faut avouer que c'est bien foutu. Voilà. Donc je n'ai fini pour The Dark Knight Rises, je vais très légèrement m'attarder sur Batman Begins et The Dark Knight. Désolé de faire ça dans le désordre, mais bon. Donc Batman Begins est vraiment très bon, je trouve. Certains se plaignent du fait que qu'on ne voit le Batman à proprement parler que très tard dans le film, pour la première fois. Et je trouve que c'est bien que le film prenne son temps pour bien mettre les bases en place, je trouve ça génial. Et vraiment l'histoire fait une très bonne introduction à l'histoire du Dark Knight. Franchement, je trouve que ce film est génial. Et The Dark Knight met là-bas encore plus haut, surtout grâce à l'interprétation des acteurs. Michael Caine qui joue un Alfred, mais touchant au possible. Comment il s'appelle Christian Bale qui joue un Batman et un Bruce Wayne, juste, mais vraiment juste. Et enfin, Heath Ledger qui joue un Joker parfait, mais genre, même qui met la barre loin au-dessus de Jack Nicholson, je trouve. Niveau psychologique, psychologiquement parlant, je trouve que le Joker de Heath Ledger est parfait, vraiment parfait. Et je pense que c'est surtout ça qui donne tout son charme au film. Je voulais aussi très rapidement parler de Man of Steel 2, aussi connu sous le nom de Batman vs Superman, prévu pour 2015, et dans lequel, comme c'est dit dans le titre, Batman fera une apparition. Je ne comprends pas trop les gens qui râlent à cause du choix de casting de Ben Affleck. Je comprends pas. C'est vrai que Ben Affleck a joué dans des mauvais films, on peut pas le nier, mais est-ce que Ben Affleck est vraiment... Enfin, est-ce que c'est lui qui est mauvais dans les films? Personnellement, je trouve que non. Je
Je trouve que, au contraire que Ben Affleck joue bien dans ses films, mais que c'est le reste, par exemple la mise en scène et ça, qui font que le film est mauvais. Et sérieusement, à tous ceux qui crachent sur le dos de Ben Affleck en disant qu'il va mal jouer le rôle, mais attendez de voir le film. Ça c'est un truc que je comprends vraiment pas. Donc bon, je vais éviter de m'attarder dessus, hein, parce que je risque de m'énerver un peu. Donc, je vais maintenant passer aux séries qui mettent en scène Batman. Et quand je dis série, je dis bien série animée, hein, je vais pas traiter de la série live des années 60, des séries live des années 60, il me semble qu'il y en a eu deux. Je sais plus là sur le coup. Bon, peu importe de toute façon. Et quand je dis série animée, je vais parler des séries des années. Enfin des séries des années 90 à aujourd'hui, c'est-à-dire les séries que j'ai connues avec lesquelles j'ai grandi. Donc on va commencer avec le commencement, c'est-à-dire avec Batman, la série animée qui a été diffusée entre 92 et 95 et qui est considérée par beaucoup comme la meilleure adaptation animée des aventures de Batman. Et il faut dire que ce n'est pas tout à fait faux, puisque cette série était... Enfin, elle regroupait vraiment que des bonnes choses, c'est-à-dire qu'elle était fidèle aux comics, elle avait une bande son excellente, des doublages excellents, des graphismes excellents, en clair elle avait tout pour plaire. Arrive ensuite les nouvelles aventures de Batman, qui est la suite de Batman, la série animée, qui a été diffusée entre 97 et 99. Donc celle-là, c'est LA série que je regardais scotché devant mon écran, et c'est surtout la série qui m'a fait découvrir Batman, hein, et je lui en suis tout à fait reconnaissant. Et d'ailleurs, elle est tout aussi bonne que la série qui la précédait. Hein. C'est exact, je trouve qu'elles ont le même niveau. Elles sont vraiment géniales, ces séries. S'en est ensuite suivi Batman La Relève, qui prend place dans le futur, alors que Bruce Wayne a pris sa retraite, et qui propose donc un nouveau Batman, dans une Gotham City changée, puisque ça se passe dans le futur. Et Dieu que cette série était bonne. Elle était vraiment bonne. Je trouve que le scénario était génial, le fait qu'on ait un nouveau Batman, j'ai adoré aussi. Par contre, je la trouvais légèrement inférieure aux deux précédentes, mais elle restait très bonne malgré tout. Ensuite, en 2004 est arrivé The Batman. C'est une série qui s'éloigne quelque peu des comics tant au niveau de l'origine des personnages que des graphismes, enfin de l'aspect plutôt des personnages et leur design. Mais même si beaucoup n'ont pas aimé cette série, je l'ai trouvée géniale, et je la placerai d'ailleurs troisième dans mon classement des meilleures séries, hein, puisqu'il y aurait Batman la série animée et les nouvelles aventures de Batman en première place, Batman la relève en deuxième place, et c'est finalement de Batman en troisième place. Et pourquoi elle est aussi bien placée dans mon classement? Tout simplement parce que c'est une des séries que je regardais le plus quand j'étais gamin, et je la trouvais juste excellente. Et ensuite arrivé en 2008, il me semble, Batman l'Alliance des Héros, qui est une série que je déteste au plus haut point, mais vraiment, parce qu'elle opère une sorte de retour aux années 60, et elle reprend en quelque sorte l'ambiance kitsch des années 60 justement, et elle ridiculise littéralement tous ces personnages, de Batman à Aquaman, en passant par Alfred ou Plastic Man ou même Robin. Tous les personnages sont décrédibilisés et ridiculisés au plus haut point. Donc je déteste vraiment cette série. Ensuite, la petite dernière qui arrive en 2013, c'est Beware de Batman, mais je pourrais pas trop vous en parler parce qu'en fait j'ai pas encore vu d'épisode, hein. Donc à l'occasion, si j'en regarderai dans une prochaine chronique, je vous donnerai vite fait mon avis dessus. Il faut aussi noter que Batman apparaît dans les deux excellentes séries Justice League et Young Justice. Donc la première qui est une série qui met en scène évidemment la Ligue des Justiciers, hein, dont Batman est l'un des membres fondateurs, pardon. Et la seconde, donc Young Justice, qui met en scène une équipe créée, composée des sidekicks des grands héros de la Ligue des Justiciers. Donc il y a Robin, Superboy, la nièce de Martian Manhunter, il y a Aqualad, donc qui est le disciple de Aquaman, on a Red Arrow et Artemis, qui sont les disciples de Green Arrow, et c'est une série qui est vraiment excellente. D'ailleurs, j'ai entendu il y a peu qu'elle allait être adaptée en série live pour 2014-2015, il me semble, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est des séries, et je vous propose donc de continuer sans plus attendre avec les jeux vidéo. Donc comme dit, je vais vous parler de Batman dans les jeux vidéo, et plus précisément de deux de mes jeux vidéo préférés, à savoir Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City.
Là aussi je serais incapable de vous donner mon avis sur le dernier né de la trilogie, à savoir Batman Arkham Origins qui est sorti cette année, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer tout simplement. Donc je vous propose de commencer avec Batman Arkham Asylum, sorti en 2009, développé par Rocksteady, qui est un jeu dans lequel Batman se retrouve enfermé dans l'asile d'Arkham, après que le Joker y ait foutu un bon gros bordel comme je les aime. Hein. Donc pour moi ce jeu est une réussite totale, puisque le scénario est excellent, l'intrigue est très bien ficelée, les graphismes sont bons, on peut dire que les graphismes sont bons, c'est vrai, l'univers de Batman est merveilleusement bien respecté, et le tout est très fidèle aux comics, mais le meilleur point fort de ce jeu, c'est l'ambiance, puisque à certains moments, elle est vraiment oppressante et presque flippante en fait. Surtout dans les moments où on traverse les zones de haute sécurité de l'asile, où on se sent vraiment traqué et où un déséquilibré mental complètement taré et enragé peut nous sauter dessus à tout moment. Et je trouve que c'est vraiment très bien rendu. Ensuite en 2011 sort Batman Arkham City, qui est la suite directe de Batman Arkham Asylum et qui prend place il me semble 6 mois après le premier jeu, qui est toujours développé par Rocksteady aussi. Et donc cette fois-ci Batman se retrouve enfermé dans le complexe pénitentiaire d'Arkham City, qui est autre en fait qu'un quartier entier de Gotham, qui a été transformé en prison géante, en prison et en asile géant. Donc ce jeu regroupe les mêmes points forts que le précédent, à l'exception d'un seul qui est l'ambiance, parce qu'en fait on ne retrouve plus vraiment cette ambiance oppressante. On se sent quelquefois traqué par les troupes d'élite de la police, enfin non pas de la police, bref, disons que c'est des flics de choc, hein, on va dire ça comme ça. Mais l'ambiance est plus vraiment flippante et oppressante. Par contre, ce point négatif est rattrapé par la relation entre le Batman et le Joker qui est très bien représentée. Et qui est très bien exploitée jusqu'à la fin où, attention spoiler, le Joker meurt. Et c'est vraiment l'un des points forts dessus. Par contre, pour ce qui est de l'intrigue, à un moment ça part un petit peu dans le what the fuck, ça part dans un délire un peu mystique avec Ra's al Ghul et ça je trouve que ça colle pas très bien en fait. Bon. Mais c'est vraiment quelque chose de mineur qui n'entache pas la réputation du jeu, il reste très bon. Voilà, j'en ai donc fini avec les jeux vidéo. Je vous propose maintenant, afin de conclure cette vidéo, de vous parler de la phase philosophique de Batman et notamment de la phase philosophique du comics. En effet, croyez-le ou non, mais chaque personnage, ou presque au moins, représente un problème philosophique. Prenons par exemple Batman. C'est simple, il pose le problème du rapport à la peur. Il s'est imprégné de sa propre peur et s'en est servi pour se renforcer et devenir lui-même un symbole de peur. Ensuite Bruce Wayne, car il est important de distinguer Bruce Wayne et Batman. Bruce Wayne est l'homme, Batman est le héros. Bruce Wayne donc, lui, pose le problème du rapport à autrui grâce à son côté très philanthrope. Ensuite, Dick Grayson, alias le premier Robin ou plus tard Nightwing, représente le problème de l'indépendance vis-à-vis de la figure paternelle. Mr. Freeze, par exemple, représente le problème de l'acceptation de la mort d'autrui, ou de l'être aimé plus précisément, vu qu'il refuse la mort de sa femme. Et bien sûr, comment aborder le thème de la philosophie dans Batman sans parler du Joker, qui lui pose le problème suivant: au final, ne sont donc pas les êtres les plus fous qui seraient les plus lucides. Voilà, c'est donc là-dessus que se termine cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, sinon n'hésitez pas à laisser un commentaire, puisque toute critique est bonne à prendre, à condition bien sûr qu'elle soit constructive. Sur ce, ciao, à plus tout le monde, et yippee-ki-yay!